Merci Agnès. Merci aussi Valérie de m'avoir convié à cette matinée. Donc, scanner du squelette fœtal, enjeux et limites. Bon, c'est un petit peu au nom de certains membres, il y en a d'autres, de la SFIP, Société francophone d'imagerie pédiatrique et prénatale, qui s'intéresse à ce problème de l'os fœtal. Et nous allons en voir quelques aspects. Alors la situation des rayons X et du fœtus, c'est vraiment une situation qui n'est pas favorable, hein, parce que dès le début du XXe siècle, la célèbre loi que nous avons tous apprise de Bergonié et Tribondo nous apprenait que le fœtus et les rayons X, il ne fallait vraiment pas faut pas que l'un se rapproche de l'autre. Et puis le passé est également peu encourageant, puisque, vous voyez, il y a une bonne cinquantaine d'années, dans un précis de technique radiologique, à propos du contenu terrain, on nous disait que le contenu terrain était indiqué pour voir s'il y avait un ou plusieurs fœtus, mais parfois aussi d'apporter la preuve formelle de la grossesse. Donc il y a eu quand même des progrès à partir de ce moment-là. Puis surtout, il y a eu le développement de l'échographie. Le squelette fœtal et les anomalies osseuses constitutionnelles ont été un des points d'intérêt, un des multiples points d'intérêt du développement de l'échographie. Ce qui fait que l'échographie est, de nos jours encore, l'examen de dépistage et de référence des anomalies du squelette fœtal. Malgré tout, les rayons X sont revenus à la charge. Et au début des années 2000, le scanner, les premiers scanners, parce que le mode d'acquisition avait changé, donc a permis de faire des images de fœtus, d'os de fœtus. Vous voyez ici un exemple de diastématomyélie avec cet éperon au sein du canal rachidien, mais c'était prohibitif en termes de dose, et puis en termes d'image, c'est quand même pas terrible. Les progrès ont été là, sont là, avec des progrès d'image et également des progrès de limite de dose qui font que maintenant le scanner a peut-être sa place et a vraiment sa place. Il a vraiment sa place, mais il y a un faible niveau de preuves scientifiques. Ça concerne des maladies rares, donc il est difficile d'avoir des papiers avec un robuste, quoi. Il y a des courtes séries, il y a quelques cas index. Donc quels sont les enjeux ? Eh bien, le scanner peut se présenter comme un complémentaire de l'échographie dans l'analyse du squelette fœtal, avec comme objectif la morphologie, le modelage, la maturation. Mais concernant la maturation, l'échographie permet très bien de renseigner, et la minéralisation avec les limites que l'on va voir. Il y a des indications de ce scanner du squelette fœtal qui doivent reposer sur la décision d'un CPDPN, ça c'est fondamental. Après expertise échographique, là c'est fondamental aussi, et il faut que les informations attendues aient des conséquences sur la poursuite de la grossesse ou la prise en charge néonatale. Prise en charge néonatale, respiratoire devant des côtes courtes, orthopédique selon les problèmes. Après 25 semaines d'améliorée, pour la célèbre loi de Bergonié-Tribondo et surtout la suite, pour la sensibilité du fœtus. Puis il faut toujours se méfier des situations incomplètes, pas d'expertise échographique, refus de prélèvement amniotique, situations qui peuvent faire dériver et faire des erreurs. Les indications qui sont retenues à l'heure actuelle, quelles sont-elles ? La micromélie, inférieure au 3e percentile, et en fait nous retenons 4 à 5 semaines c'est mieux, de décalage par rapport à la longueur attendue pour le terme. Parce que bien entendu, les membres courts, c'est surtout du retard de croissance intra-utérin et les anomalies chromosomiques. Les maladies osseuses constitutionnelles ne représentent qu'un très faible pourcentage devant les micromélies. Thorax étroit, de diagnostic échographique, bien entendu, pour rechercher d'autres éléments. Les incurvations des os longs, c'est une excellente indication. Une discordance biométrie polcéphalique au long, une dysostose focale, pour en savoir un petit peu plus, en particulier sur le rachis, mais quelquefois également sur les os longs. Les anomalies du massif facial, comme le morphotype de Bender, à la recherche d'autres anomalies, ou des anomalies du crâne. Voilà les indications que l'on peut retenir à l'heure actuelle, et nous sommes à peu près tous d'accord là-dessus.
Donc comment ça se passe? Ça se passe, donc on met la patiente après 25 semaines dans le scanner, bien sûr, on fait une acquisition dite volumique, on travaille l'image, c'est pas le lieu pour vous encombrer de ces détails, puis on va vous offrir des vues globales, et quelquefois on les fait même tourner, bon, je trouve ça un petit peu curieux, mais voilà, des vues globales. Ce qui est important, c'est d'apporter un squelette radiographique. En fait, c'est une exploration radiologique d'un squelette. Un scanner sont des rayons X, c'est de l'imagerie calcium, et on doit présenter des images calcium, et donc comme des radios. Un des enjeux majeurs est l'analyse des os longs. Alors j'ai résisté, et j'ai bien fait, de vous montrer un fémur en scanner d'achondroplase, puisque l'échographie permet d'en faire le diagnostic. Donc le scanner sera là pour confirmer, mais pas pour aller au-delà de l'échographie. Prenons ces os longs. Si on vous présente un rendu de volume comme ça, qui est très flatteur à l'œil, ni plus ni moins, c'est ce que vous a donné l'échographie. Donc ça a un intérêt relativement limité. En revanche, les autres traitements d'image, donc de l'image, des données radiographiques, les autres traitements sont beaucoup plus intéressants. Attention à ce que l'on appelle le MIP, parce que vous voyez, il y a beaucoup de blanc. Et en fait, lorsqu'on veut un détail, c'est de l'imagerie dite moyenne, ou MPR, qui va nous faire reconnaître l'os avec un cortex, avec un spongieux, et bien sûr pas le cartilage, puisque le cartilage, on ne le voit pas aux rayons X. Et ainsi, c'est les deux images échographiques, deux fémurs trapus et courts, deux fémurs incurvés. Dans un cas, le scanner, mais analysé non pas en volume, mais en coupe, montre bien l'épaississement de la corticale, le dédoublement de la corticale, les anomalies métaphysaires, dans le cas d'une mucolipidose de type 2. Si vous voulez, l'information du scanner par rapport à l'échographie est dans ce cas majeure. Autre exemple de ce fémur incurvé, voici des corticales fines, et on peut penser à une ostéogenèse imparfaite, une corticale épaisse avec une asymétrie, et on peut proposer comme diagnostic un syndrome de Stuhl-Wiedemann. Vous voyez donc, pour les os longs, l'enjeu, il est d'aller au-delà de ce que peut apporter l'échographie, bien entendu. Autre enjeu, l'analyse des ceintures et de la cage thoracique. Ce sont des points qui sont d'analyse difficile en échographie. Prenons cet exemple d'une micromélie. C'est le seul élément échographique à 27 SA, et d'emblée, la vue globale donne une information sur les côtes courtes. On se dit, tiens, les côtes sont courtes. Et en fait, c'est le détail, sont les imageries, les images plus focales qui permettent d'en faire le diagnostic. Bien sûr, les côtes courtes, voici un témoin, entre guillemets, bien entendu, je n'aime pas ce terme de témoin, mais les côtes sont au même terme, beaucoup plus courtes dans ce cas-là, et c'est surtout l'analyse du bassin qui permet de faire une proposition diagnostique, soit un jeune, soit un Élise Van Crevel, en sachant que les signes radiologiques à ce terme sont identiques s'il n'y a pas d'autres anomalies associées. Autre exemple d'enjeu, le rachis. Alors le rachis, jusqu'au deuxième trimestre, c'est bien sûr le domaine de l'échographie. Mais il y a des anomalies qui apparaissent après. Là, vous avez un exemple échographique de platyspondylie. Quand elles sont importantes, le diagnostic en est facile, mais quand les anomalies sont plus discrètes, le scanner a sa place. Voici donc encore des témoins de face et de profil. Vous voyez, c'est vraiment de l'imagerie radiologique. Et voilà un exemple donc de trouble étagé de la segmentation vertébrale, de diagnostic échographique pas fait, il y avait simplement une angulation, et vous voyez toutes les anomalies qui sont apportées détaillées par le scanner. Autre exemple, le défaut de minéralisation des corps vertébraux dans une collagénopathie de type 2. Autre exemple encore, d'une atteinte vertébrale sévère d'une achondroplasie, vous voyez, avec un défaut majeur de développement des corps vertébraux et un espace, c'est pas tout à fait une platyspondylie, c'est un espace intersomatique extrêmement large. Autre exemple enfin, dans le cadre d'une chondrodysplasie ponctuée, des fentes coronales qui sont très bien visibles, ici, et une ossification anormale du coccyx, que l'échographie peut parfaitement voir aussi. Mais, si vous voulez, l'approche globale du rachis et l'approche détaillée, au troisième trimestre, c'est le domaine du scanner. Dernier enjeu, le pôle céphalique. Le pôle céphalique, tous les éléments que
permet de voir le scanner, sont listés à votre gauche. Voici ce qu'on peut obtenir en termes d'image. Complément d'exploration d'une suspicion de crâniosynostoose. Les choses sont nettes, on ne voit plus la suture, il y a au contraire une condensation. Défaut de développement du massif facial et de la mandibule en particulier dans ce syndrome de Treacher-Collins. Absence d'épine nasale qui est le signe pathognomonique d'un morphotype Bender. Et analyse de l'oreille interne dans le cadre d'une suspicion de syndrome de charge. Tous ces éléments sont des enjeux du scanner. Les limites maintenant. Les limites, elles peuvent se décliner de la façon suivante. L'exposition aux rayons X, bien entendu, les mouvements, la biométrie, l'analyse de la minéralisation et l'analyse des extrémités. Les rayons X, les revoilà. La dose délivrée au fœtus est corrélée à un paramètre qui s'appelle l'indice de dose tomodensitométrique ou CTDI volumique. Les recommandations de la SFIP dont je parlais tout à l'heure, en 2006, nous avions dit que c'était 5 mg, un CTDI volumique de 5 mg. On voit qu'on peut maintenant aller beaucoup plus bas que cette valeur parce qu'il y a des progrès technologiques de traitement de l'image. Donc la dose estimée du fœtus est de 2 à 3 mg, mais sûrement moins maintenant. Un mot du risque de cancérogénèse induite, ce risque est très faible. Il a été évalué avec les marges d'erreur que l'on connaît. Je pense que la meilleure radioprotection réside dans la bonne indication et dans le meilleur examen réussi d'emblée. Je crois que le problème, en fait, il est là. Et pas un chiffre, voilà. Deuxième limite, les artefacts de mouvement. Alors, bon, là, il n'y a pas de données dans la littérature, peut-être que les gens n'en parlent pas. Dans notre expérience personnelle, c'est moins de 10% des cas et c'est rarement rédhibitoire pour assurer l'analyse. Bien entendu, l'examen ne dure que quelques secondes, mais si le fœtus plie son genou à ce moment-là, ben vous aurez une métaphyse qui est large et vous pourrez penser à un dédoublement. Enfin non, ça c'est simplement du mouvement. Pas d'incurvation ici des deux os de la jambe, c'est un petit mouvement pendant lequel les données ont été saisies. La biométrie. Alors là aussi, c'est une limite. Il n'y a pas de référence dans la littérature. Alors on peut passer du temps à mesurer les os longs en particulier, mais c'est surtout lorsque l'on recherche une asymétrie, qui peut être un élément intéressant dans l'arbre décisionnel. Autre limite importante, la minéralisation. La minéralisation, c'est-à-dire ce que l'on voit, le calcium que l'on voit sur l'image, il dépend de la charge calcique du fœtus, de la position du fœtus, et si le fœtus est protégé par le bassin maternel, les rayons X qui vont le toucher seront plus faibles, donc l'exploration de l'os sera moins bonne. Le morphotype maternel, si elle est très volumineuse, la maman est très volumineuse, eh bien la dose délivrée devra être plus importante. Donc les paramètres d'exposition sont aussi un des éléments, un des facteurs de cet aspect de la minéralisation, et surtout il n'y a pas de critères objectifs. Alors je vous invite à regarder ces deux crânes. Vous voyez, avec à l'évidence peut-être un défaut de minéralisation sur l'un et une minéralisation qui paraît correcte sur l'autre. Eh bien celui-ci, il est bien caché dans le bassin osseux de maman, et puis on a voulu faire bien, on a mis un CTD volumique très bas, ce qui fait qu'on n'a pas du tout exploré. Et en revanche, celui-ci, c'est une véritable ostéogenèse imparfaite prouvée. Vous voyez comme quoi la minéralisation, il faut la manipuler avec beaucoup de précaution chez le fœtus. Autre limite, les extrémités. Alors, bon, là, on a l'opportunité de voir, de découvrir une polydactylie post-axiale, mais vous voyez, il y a beaucoup de bruit. Et le bruit est lié à la faible dose obligatoire délivrée. Donc, une petite phalange, vous allez la manquer. Regardez aussi cette limite, la recherche de ponctuation dans les massifs cartilagineux ou en cours d'ossification. Ces épiphyses ponctuées, enfin, c'est le talus, mais si l'on ne fait pas attention, on pourra les manquer, et elles sont quand même d'importance. Donc, les mots-clés de ce scanner dans ses enjeux et ses limites, eh bien, bien entendu, le scanner est un complément dans quelques situations de l'échographie. Et si le diagnostic anténatal d'une maladie osseuse constitutionnelle est possible, les arguments que donne le scanner sont bien réels. Tout doit tourner autour d'un CPDPN, au-delà de 25 semaines,
Les indications sont maintenant bien connues, bien codifiées, et les limites, vous l'avez vu, si on les connaît, elles sont parfaitement maîtrisables. Je vous remercie de votre attention. Alors, y a-t-il des questions ? Avant 28, Madame Hénoret, vous arrivez à... 25. Avant 25. 27, vous arrivez à bien interpréter parce que là... Avant, il y a très peu. Alors, ça se fait, si vous voulez, donc, parce qu'il y a peu de calcium, donc on aura du mal à les voir. Donc, avant 25, ça se fait lorsqu'il y a, à l'évidence, une maladie osseuse constitutionnelle, et à l'évidence, il n'y aura pas d'analyse post-mortem. Voilà. Parce que dans certains cas, on ne peut pas. Donc, si la patiente accepte une exploration, c'est ce qui est réalisé. En sachant que la grossesse ne sera pas menée à son terme, soit spontanément, soit... Michel, quelle est ta proportion d'examens dont le scanner apporte des éléments supplémentaires dans les fémurs courts isolés? Alors, donc, j'ai plus le chiffre exact sur le fémur court isolé. Toute indication confondue, l'apport par rapport à l'écho, c'est plus de 75%. Je dirais que dans les fémurs courts isolés, si l'on respecte le delta de 5 semaines, l'apport est de 1 cas sur 2. Puis n'oublions pas que certaines maladies osseuses ne pourront avoir des signes qui permettront le diagnostic que plus tard, et ne s'exprimer avant la naissance que par un raccourcissement des os longs. C'est un point important. Là, pour aller un peu plus loin dans les indications, ça représente combien d'examens en France chaque année, ça ? En France, je ne sais pas. À Marseille, ça en représente une quarantaine sur 2 centres, une quarantaine dans l'année. Il y a beaucoup de centres qui font ça en France ? Oui, j'en connais au moins un devant moi, là, Montpellier. Donc, puis Catherine, tu en fais, à Bicêtre, on en fait. Oui, en fait, les services de radiologie pédiatrique, lorsqu'il y a des radiologues qui travaillent avec un CDPN, c'est le genre d'activité qui est tout à fait pratiqué. Voilà, c'est ça. Enfin, grosso modo, c'est ça. Oui. Agnès me demande de rapporter l'expérience de Bicêtre. Donc, on a exactement le même point de vue que celui qui vient d'être exposé. Je dirais que par an, les indications sont très serrées. On n'en fait pas tant que ça. Je dirais peut-être 1,5 par mois, moins de 2 en tout cas. Et j'ajouterais que par rapport à l'échographie, tu dis que dans les fémurs courts, par exemple, c'est 1 sur 2 d'apport du scanner, mais je dirais qu'un scanner négatif est également très intéressant à avoir comme donnée. Tout à fait. Donc pour moi, c'est 100% des cas. Oui, bien sûr. Mais enfin, il faut la prudence que je disais, parce que quelquefois, c'est court, et puis on aurait d'autres comme signe anormal. Hein. Oui. Oui, enfin la firme, oui. Par rapport à l'écho, il le conforte. Voilà, il conforte par rapport à l'écho. Voilà, je préfère. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup.